Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Nous démarrons avec un aperçu du menu. La consommation de céréales va bondir dans les années à venir en Afrique subsaharienne. La région connaîtra la plus forte croissance mondiale. Le coton égyptien revit après plusieurs années de léthargie. Les expéditions de fibres devraient bondir de 37% cette année. Inauguration de la future plus grande zone franche d'Afrique, le joyau est un projet phare initié par le gouvernement d'Iboutia. Au cours de la prochaine décennie, l'Afrique subsaharienne sera la partie du monde qui va connaître la plus forte croissance pour la consommation de céréales, de viande, mais aussi de poissons. Selon les nouvelles perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, portant sur la période 2018-2027, la consommation par habitant va s'afficher avec une progression de 6% contre une augmentation de 2% au plan mondial. Cette dynamique sera notamment tirée principalement par l'accroissement de la population prévu pour se chiffrer à 32 millions de personnes par an d'ici 2027. Il faut dire que l'Afrique australe est la principale consommatrice de viande par tête de l'Afrique subsaharienne, avec des têtes de pont comme l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana. L'activité de pêche de la région ne fournit que 7% de la production mondiale. Les entrepreneurs béninois sont désormais mieux outillés sur les opportunités d'exportation qui leur sont offertes dans le cadre de l'AGOA d'une part et aussi par rapport au schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO d'autre part. Ces opportunités leur ont été présentées la semaine dernière lors d'un atelier national organisé par les autorités du pays. Les entreprises béninoises sont désormais mieux aguerries pour exporter leur production vers les États-Unis et la CEDEAO. À la faveur d'un atelier national organisé dans le pays, ces entreprises ont pu comprendre les nouveaux enjeux du commerce international. De manière spécifique, elles ont été informées des règles et procédures d'exportation dans le cadre de l'AGOA, les avantages offerts par le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, sans oublier les procédures d'agrément dans le cadre des exportations vers les États membres de la CEDEAO. Ces deux instruments constituent des opportunités très importantes pour le secteur privé au regard de nombreux avantages qu'ils offrent. C'est pourquoi il convient d'informer davantage le secteur privé béninois, notamment les exportateurs, sur les avantages qu'offre l'AGOA en termes de compétitivité sur le marché américain. À ce jour, plusieurs produits fabriqués au Bénin sont convoyés vers les États-Unis, notamment la mangue séchée, le karité et le cajou. En 2017, le pays a exporté pour une valeur de 17 081 de dollars, dont 208 000 dollars US sont entrés en franchise de douane dans le cadre de l'AGOA et du système généralisé de préférence. J'espère qu'avec un nouveau plan d'action national pour l'AGOA, qui fournira une feuille de route pour l'exploitation de l'AGOA pour l'avenir, avec une administration qui travaille en partenariat avec les entreprises pour faciliter les exportations et avec une meilleure compréhension par les entreprises des avantages et des procédures de l'exportation, un nouveau chapitre AGOA peut commencer pour ce pays. Cet atelier national est organisé dans un contexte où le Bénin s'apprête à mettre en place le club des exportateurs et le conseil des structures d'appui à l'exportation. Après 5 années de morosité, le coton égyptien annonce son grand retour sur le marché mondial. En effet, les expéditions de la fibre de coton devraient bondir de 37% cette année pour s'afficher à 52 000 tonnes. La filière coton égyptienne profite ainsi de l'effet positif de la dévaluation de la livre sur sa compétitivité d'une part et la réputation de ses fibres longues d'autre part. La filière pourrait augmenter ses exportations de 40 à 45% en 2018-2019
2019 et atteindre 75 000 tonnes dans l'hypothèse de production d'un volume de 120 000 tonnes. Il faut dire que l'Égypte a planté 141 120 hectares de coton à fibre longue cette année contre 92 400 hectares en 2017. Et puis le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a procédé la semaine dernière à l'inauguration de ce qui doit devenir à terme la plus grande zone franche du continent africain. Il s'agit de la première phase d'un projet phare qui permettra à Djibouti de tirer pleinement profit de sa situation stratégique à l'entrée de la mer Rouge. Bâtie sur une superficie de 240 hectares, la phase inaugurale du projet de construction de la plus grande zone franche internationale d'Afrique a nécessité un investissement de 370 millions de dollars US et regroupe 3 bâtiments fonctionnels situés à proximité des principaux ports de Djibouti. Il s'agit des prémices de la zone franche internationale de Djibouti dont la construction s'étalera sur 10 ans et couvrira une superficie de 4 800 hectares pour un investissement total estimé à 3,5 milliards de dollars. Elle permettra à terme la création de plus de 350 000 nouveaux emplois avec une proportion de travailleurs étrangers limitée à 70% les 5 premières années et à 30% par la suite. Le projet comprendra 4 pôles dédiés au commerce, à la logistique, aux produits destinés à l'exportation et à l'accompagnement aux entreprises. La zone franche internationale de Djibouti est en cela un projet phare qui culmine un nombre important de réalisations d'infrastructures qui ont vu le jour ces dernières années et qui vont dans le sens du renforcement de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux. Avec cette nouvelle zone franche internationale, ce sont des opportunités économiques majeures qui s'offrent à Djibouti. Cette zone franche internationale va contribuer à attirer des investissements en permettant aux compagnies étrangères d'être exonérées de taxes et de bénéficier d'un soutien logistique de qualité. Ainsi, les sociétés étrangères pourront y installer des industries de transformation pour ajouter de la plus-value aux produits au lieu de simplement importer ou exporter des matières premières. La zone franche internationale de Djibouti, c'est une contribution de 200 millions de dollars sur le produit intérieur brut, soit 11% du PIB dans la phase pilote d'exploitation de 2,4 km². Pour rappel, Djibouti, qui est situé le long d'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, entre océan Indien et canal de Suez, a inauguré en 2017 3 nouveaux ports et une ligne ferroviaire le reliant à l'Éthiopie dans le cadre de son projet visant à devenir la plateforme commerciale de la région. Et c'est le moment de marquer une petite pause, le temps de permettre à Casimir Pédion, notre chroniqueur, de s'installer. Bienvenue à vous, Casimir Pédion. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Guinée équatoriale et c'est pour nous intéresser au secteur électrique. C'est bien ça Inès, il faut dire que la Guinée équatoriale a gagné le pari de l'électricité pendant que certains pays africains, notamment de la région Est, continue donc de rêver sur un lendemain meilleur en ce qui concerne l'électrification des grandes villes. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale est ce pays qui peut illuminer bon nombre de pays de la sous-région ouest, enfin de l'Afrique de l'Est. Et au-delà de ça, on est en train d'entrevoir descendre donc la capacité donc de production de l'énergie de la Guinée équatoriale vers des pays de l'Afrique de l'Ouest, et ceci grâce à beaucoup d'investissements. Il faut le dire, la Guinée équatoriale a réussi ce pari grâce donc à la volonté politique de sortir le peuple donc du noir et aussi d'offrir un mieux-être en ce qui concerne la sécurité à ce pays-là. Au-delà de la volonté politique, quelles sont les actions qui ont été concrètement menées dans le pays pour justement gagner le pari de l'électrification? Merci Inès. Il faut déjà dire que dans les années 2000, la Guinée tournait autour de 27, environ moins de 30% donc de
facture d'électricité à sa population. Et déjà en 2012, lorsqu'il s'agit donc de faire le point en ce qui concerne les efforts dans le secteur, on a retrouvé près de 115% le taux d'électrification au niveau de ce pays-là, pour la simple raison que la Guinée équatoriale a misé beaucoup plus sur les relations bilatérales entre la Chine et la Guinée équatoriale, et ceci a permis donc d'ériger plusieurs barrages, notamment les grands au niveau donc de certaines villes stratégiques qui aujourd'hui ont permis à ce pays de disposer d'énergie électrique. Il faut déjà dire que sur par exemple le barrage de Djibloho, en ce qui concerne donc la fourniture d'électricité à base donc de ce fleuve-là, la Guinée équatoriale a obtenu de la Chine une capacité d'environ 120 mégawatts, ce qui permet aujourd'hui d'atteindre environ 84% de fourniture en termes d'énergie électrique. Il y a aussi que la Guinée équatoriale a mis en exploitation certains fleuves au niveau du pays, tels que le fleuve de Sandjé, qui aujourd'hui est en train donc de réaliser les rêves de ce pays-là en ce qui concerne la production et la distribution d'énergie électrique. Il faut aussi préciser que la Guinée équatoriale, c'est le gaz naturel, ce pays qui, il faut le dire, est un pays qui produit du pétrole brut, a également la capacité de produire plusieurs mètres cubes de gaz naturel, ce qui aujourd'hui est mis à contribution pour produire de l'énergie électrique, et le rendez-vous est donné d'ici à 2020 pour voir si véritablement le pays pourrait atteindre le pari de 90% de sa production énergétique sur l'énergie renouvelable. En tout cas, c'est un défi que les autorités comptent relever en ce qui concerne la production sur le continent, et aujourd'hui la population, les 1,2 million de Guinéens ne suffisent plus pour consommer donc cette production, et le pays est en train de loucher certains pays voisins tels que le Gabon, tels que le Cameroun, et pourquoi pas d'autres pays qui n'ont pas la capacité forcément d'atteindre cette production énergétique. Alors on pourrait dire que les PME, PMI vivent bien dans le pays, n'est-ce pas? Oui, on pourrait le dire si le taux de couverture était de 100%, car il faut le dire, en Guinée équatoriale, toutes les populations n'ont pas donc accès à cette énergie-là seulement. Enfin, 80% seulement de la population a accès à cette énergie. 80%, ce n'est pas seulement quand on considère les autres pays du continent. Ce n'est pas seulement, mais lorsqu'on considère également la population qui n'est que de 1,2 million d'habitants, on pourrait donc comprendre certains pays comme le Nigeria, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, qui peinent toujours à satisfaire environ 75% de leur population. Il faut également préciser que la population rurale aujourd'hui est prise en compte au niveau de la Guinée équatoriale en ce qui concerne la fourniture et la distribution. Le véritable problème aujourd'hui qui constitue un défi majeur pour donc la production, c'est la distribution, c'est le remplacement donc du réseau de distribution de cette énergie, car beaucoup de pertes sont notées sur la ligne, sur le transport. Il va falloir que la Guinée équatoriale puisse relever ce défi pour véritablement être efficace. Pourquoi pas atteindre les 95% de production et de distribution d'énergie dans le pays. Merci beaucoup, Kazmi Pédor. Merci donc d'être passé sur le plateau du Journal de l'économie. On se donne rendez-vous mercredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission, le Journal de l'économie. Retrouvez toute l'équipe dès mercredi prochain.